Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on parle du Bitcoin qui s'effondre, moins 36%. Comment est-ce qu'on est passé de l'euphorie à la peur extrême en quelques semaines ? Plus de 1000 milliards évaporés au global sur les cryptos. Le rêve de l'or numérique est-il définitivement mort ? On demandera à Alexandre Lézé, expert Bitcoin chez Capital B, si cette correction est une opportunité d'achat ou le signal que Bitcoin a trahi sa promesse originale. Sorare licencie 35% de ses effectifs, valorisé 4,3 milliards par SoftBank en 2021. Ça sent les vestiaires pour la licorne star de la French Tech. Anatomie d'une chute avec Greg Gambato et Fred Montagnon. Et puis la conférence de presse surréaliste entre Trump et le maire socialiste de New York. On reviendra sur cette séquence politique à peine croyable. Génie politique ou piège tactique, c'est la question que l'on posera à Valran Moulet-Berthaud. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France, en direct de San Francisco. Alors, c'est Thanksgiving cette semaine aux États-Unis. Donc, vous aurez cet épisode mercredi. Mais après, je pars en retraite. Je vais à Hitchburg, dans le nord de la Californie. Et je vous ai prévu un petit cadeau pour Thanksgiving, puisque le Festin 3, c'est vendredi. Voilà, vous l'aurez, Festin 3, avec du très beau monde, avec un Laurent Alexandre en pleine forme. Wilfried Granier, Francis Lelon, Nejma Travaglini, Aude Guénaud, et puis Jonathan Angeloff, aussi en très grande forme. Ça sera vendredi. Tiens, je vous mets un petit extrait, rien que pour vous. Je vous fais un petit teaser. Vous allez voir, ça vaut le coup. Mais vraiment, les profs me détestaient. J'ai eu ça aussi, et donc, c'était la belle histoire. J'étais une tête de Turc, alors je sais pas, c'est pas beau à dire. De Libanais. On a une tête de Libanais, du coup. Mais parce que c'est un peu C'est-à-dire que moi, j'étais pris en grippe très tôt. T'étais peut-être casse-couille aussi. J'étais casse-couille, mais c'est vrai. C'était peut-être pas la faute des autres gamins. Mais j'ai aucun sujet à dire, j'étais un oui, c'est ça, oui. Mais est-ce que ça mérite que le garçon casse-couille, on le casse ? Est-ce que ça a beaucoup changé ? Non, ça a pas changé, mais C'est est-ce un que peu ça mérite casse-couille, c'est vrai. Non, mais est-ce que il mérite, ce gosse, du coup, d'être mis de côté ? Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez ne pas manquer les épisodes de Silicon Carnet, c'est super important. Et puis devenez membre de l'Hacienda si vous en avez marre des conversations sur LinkedIn. Je vous promets que les conversations dans l'Hacienda sont beaucoup plus intéressantes. Silicon Carnet, c'est 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi à 8h30 du matin pour tremper dans votre café. Allez, on commence l'émission. Qui veut du travail? Pas moi, je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï. Vous le savez, quand on a un job qui nous paraît intéressant, on en parle dans Silicon Carnet. D'ailleurs, si vous aussi vous embauchez, contactez François Lejoli chez Digital Selection, c'est nos partenaires et ils sont super. Aujourd'hui, on cherche un ingénieur fondateur pour rejoindre Calypso. Calypso, c'est la plateforme qui transforme le chaos réglementaire des fintech en intelligence grâce à l'IA. On parle du RGPD, de la DORA, MiCA, l'AI Act, bref, tous les trucs qui font pleurer les juristes et qui coûtent des millions aux entreprises. Calypso vous propose de devenir le pilier technique de leur équipe senior, déjà en place à Barcelone. C'est pas un manager, c'est pas un chef, mais c'est une personne qui réfléchit, qui anticipe et qui construit et surtout qui délivre. Il cherche quelqu'un de senior, quelqu'un de solide, qui aime résoudre des problèmes complexes et qui a pas peur de rentrer dans le dur. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est une petite équipe, ça a un gros impact, ce sont des clients très sérieux, leurs clients aussi sont sérieux, zéro bullshit, c'est à Barcelone, ma ville de cœur, et ils ont une ambition de malade. Bref, contactez François Lejoli si vous pensez avoir le profil. Allez, retour à votre épisode. Go yourself. Alors, on commence cet épisode avec un sujet qui fait mal au portefeuille, si vous avez des cryptos. Et d'ailleurs, quelqu'un qui en a beaucoup, des cryptos, c'est Alexandre Lézé, que j'ai demandé à Alexandre de nous rejoindre en tant que special guest dans cette émission. Alexandre, c'est le patron de la société The Blockchain Group, c'est ça? Ou Capital B? C'est Capital B. J'ai du mal à comprendre. J'ai vu les deux, en fait. C'est quoi cette histoire? Eh bien, The Blockchain Group, c'était avant et on a changé de nom pour s'appeler Capital B. Ah. Avec Bitcoin Pourquoi au centre et de l'accumulation de Bitcoin à tout jamais et de plus en plus de Bitcoin. Alors, mais ça va en ce moment parce que tu es le plus gros détenteur de Bitcoin en Europe. Tout va bien? Comment tu vis là? Tu dors la nuit? Le Bitcoin, en fait, il surperforme toutes les autres classes d'actifs sur un temps suffisamment long. Et donc, effectivement, si on investit sur un temps suffisamment court, eh bien, on va avoir de la douleur.
Et la douleur qu'on va avoir si on investit sur un temps court, c'est d'avoir une double douleur. C'est la première, effectivement, de subir la volatilité sur le court terme. Et la deuxième, eh bien, c'est de vendre au plus bas pour acheter de l'euro qui va à zéro. Et donc, l'important, eh bien, c'est de pouvoir comprendre ce qu'on achète, le Bitcoin avec la rareté absolue, qui permet en fait de se protéger contre l'inflation sur le court terme, sur le long terme, à condition de ne pas avoir à le vendre. D'accord. Donc en gros, ça sert à rien, quoi, en fait, si on le vend pas, quoi, en fait, c'est-à-dire que ça ne crée pas de liquidité, ça ne crée déjà qu'on peut pas se servir de Bitcoin pour acheter des croissants. Si en plus on peut pas le revendre sur le court terme. Bon, bref, on va parler de tout ça, mais je voudrais revenir un petit peu sur les événements qui se sont passés là ces quelques dernières semaines. Bitcoin vient de vivre son pire mois depuis 2022. On est passé de l'euphorie d'octobre où on avait un record historique à 126 000 $ à une dégringolade vertigineuse, 90 000, puis 84 000 et même 81 000 cette semaine. Mais visiblement, ça remonte depuis ce matin. Mais il y a certaines personnes qui ont acheté des écrans verticaux là depuis la semaine dernière. Vu la chute, une chute de 36% en 46 jours. C'est plus de 1 000 milliards de dollars évaporés, non pas que sur le Bitcoin, mais sur l'ensemble des cryptos. Avec un Bitcoin qui, depuis le début de l'année, on est à moins 16% à peu près. Donc, en gros, on a effacé tous les gains qu'on avait sur cette année en quelques semaines. Et on a le Fear and Greed Index qui est à 10. Bon, c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis quand depuis les tarifs, peut-être au printemps. Bref, je sais pas, c'est un peu la panique généralisée. Fred, toi aussi, tu connais bien ce monde des cryptos. Comment tu analyses ce qui est en train de se passer? On peut regarder les choses de différentes manières. Je suis d'accord avec Alexandre. Il faut pas regarder ça sur le très court terme. C'est un actif qui est volatile par nature parce qu'il ne produit. Enfin, je pense que c'est le seul actif qui ne produit ni rendement ni bénéficie d'une demande naturelle industrielle. Hein, ce qui est... Attendez, là, stop. Vas-y. Pour moi, ça veut rien dire. Il faut m'expliquer là ce que cette phrase qui, je suis certain, est super intelligente. Je vais te le refaire. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Vas-y. Bon, il y a des actifs qui te produisent du rendement, tu vois, qui te donnent des dividendes, qui te donnent et dont on peut arriver à calculer une valeur de marché minimum à partir de laquelle il faut absolument l'acheter parce que tu sais que tu vas te récupérer dans le futur. Tu as aussi des actifs qui sont utilisés de manière industrielle. C'est le cas de l'or, par exemple. Donc, c'est des actifs sur lesquels tu peux arriver à placer un prix plancher. En tout cas, tu peux, suivant la typologie d'investisseur que tu représentes, tu peux arriver à modéliser un prix à partir duquel tu vas l'acheter. Pour le Bitcoin, c'est pas le cas. Ce qui veut pas dire qu'il n'a pas de valeur, mais ça veut dire que quand on est dans des situations où il chute, effectivement, c'est les vendeurs qui prennent la main et dans ce cas-là, les variations, la volatilité peut être extrêmement importante. Je pense que c'est aussi pour ça que les gens aiment bien trader le Bitcoin parce que c'est parce que tu peux faire des coups, quoi. Tu peux faire des coups. Les gens qui font du quant aiment bien ce genre de choses parce que c'est quand tu as les outils, en fait, tu peux faire beaucoup d'argent. Et évidemment, c'est au détriment du retail, enfin des investisseurs particuliers qui eux n'ont pas ces outils, qui peuvent paniquer à un moment donné, perdre de l'argent. Moi, c'est pas ça c'est pas ces variations-là en fait qui me posent problème. Dès lors qu'il n'y a pas de situation de problématique intrinsèque à ce qu'est Bitcoin. Il pourrait y avoir des problématiques de régulation, il pourrait y avoir des problèmes techniques, il pourrait y avoir un désaveu pour une raison ou pour une autre. Un nouveau FTX, par exemple, ou un truc comme ça. Mais là, en l'occurrence, il n'y a rien de tout ça. Donc, peut-être qu'Alexandre va nous l'expliquer, mais il y a des cascades, en fait, de vendeurs. J'ai l'impression qu'en fait, toutes les paniques de crypto, parce que moi, pour le coup, je connais très bien, je suis les cryptos depuis 2018-2019. Moi, j'ai l'impression que ce qui arrive là, c'est juste à chaque fois, on oublie que ça arrive, mais en fait, c'est juste normal en fait dans cette industrie. On va en parler. Il y a eu déjà énormément d'événements et d'ailleurs beaucoup plus dramatiques que celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec des chutes beaucoup plus beaucoup plus importantes par le passé. Comment tu regardes ça, toi, qui du coup investis sur le très long terme en fait? Moi, je vais vous parler d'un crash boursier dont on ne parle pas aujourd'hui. C'est le crash boursier des individus qui n'ont pas acheté du Bitcoin quand il valait 10 000, 20 000 et qui aujourd'hui regardent un Bitcoin à 80 000. Ce crash boursier-là, en fait, c'est l'érosion d'une épargne qui aurait pu être et qui n'est pas arrivée, parce que mais en c'est fait, pas un crash boursier. Si, à l'époque, quand le Bitcoin valait 60 000 et qu'il est descendu à 15 000,
On disait que c'était la catastrophe, que le Bitcoin allait encore descendre à tout jamais, que ceux qui en avaient accumulé comme Michael Saylor avaient perdu des milliards de dollars. Maintenant, Michael Saylor a 60 milliards de dollars sur son bilan. Et Michael Saylor est la société la plus liquide sur les marchés américains avec du Bitcoin au centre. Et aujourd'hui, ceux qui ont acheté du Bitcoin quand il était à 15 000, à 20 000, après avoir descendu de 60 000 à 15 000, eh bien, ils font une performance de l'ordre de x5 à x10. Et on appelle ça une descente de moins 30%. La réalité, c'est que c'est précisément la capacité de résister à des descentes de moins 30 à moins 70% qui crée des fortunes. Et aujourd'hui, on oublie de créer des fortunes. On pense à aller dans les casinos, essayer de générer un pourcentage éventuel de 1000% sur une crypto inconnue qui n'a aucune valeur. La valeur de Bitcoin, c'est la confiance dans l'avenir. C'est la capacité de se dire, oui, le prix de l'immobilier augmente de 6 à 10% par an, mais je m'en fous parce que moi j'ai un actif qui augmente de 30 à 60% par an. Et parfois, il fait moins 50%, et parfois, il fait x10. Et donc, il faut être préparé pour faire le x10. Sinon, les autres qui en ont font x10 et ceux qui n'en ont pas s'appauvrissent. Avant de poursuivre cet échange, je voulais vous dire un mot de notre nouveau partenaire, Quorum l'épargne. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter depuis la France et que beaucoup d'entre vous s'intéressent au marché US. Eh bien, justement, Quorum a lancé Quorum USA, la première SCPI qui investit directement aux États-Unis. En à peine un an, ils ont déjà investi à New York, en Californie et au Texas, avec un objectif de rendement non garanti au-delà des 7% en 2025. Une belle opportunité pour diversifier votre épargne sur le plus grand marché immobilier du monde avec un dollar faible et des prix attractifs. Et jusqu'au 31 décembre 2025, Quorum vous reverse un bonus de 3% sur votre placement immobilier en SCPI. Toutes les infos sur quorum.fr, corum.fr. L'investissement dans les produits financiers comporte des risques et n'offre aucune garantie de performance. Alors effectivement, en 2017-2021, on a vu des chutes de moins 80, moins 85%, avec des records aussi de valorisation. Donc là, moins 36%, oui, c'est violent, mais c'est pas apocalyptique dans l'histoire du Bitcoin. Je montre là ce même où c'est toujours la même chose. On dit quand ça gagne, on dit ouais, t'as eu du bol, et quand ça chute, on dit bah voilà, je vous l'avais bien dit, c'est tout ça est une bulle. Mais à mon sens, et on va poser la question à Greg, j'ai l'impression quand même que le contexte a un petit peu changé. On n'est plus en 2017. On n'a pas simplement un marché avec des retailers qui gardent ces positions de Bitcoin parce qu'ils sont convaincus, parce qu'il y a une philosophie derrière par rapport au Bitcoin. On a aujourd'hui Wall Street qui est dans la place, avec, comme le disait Fred, des quants qui analysent avec des algorithmes et qui font du trading à la microseconde. Et on l'a bien vu d'ailleurs avec ces ETF qui ont été créés avec du Bitcoin, qu'ils ont bougé là pendant cette crise. Et ça, c'est pas un truc qu'on avait en 2017. Donc ça, c'est quand même un petit peu nouveau. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de corrélation beaucoup plus forte qu'il n'y avait par le passé entre le Bitcoin et Wall Street. Là, je montre aussi ce graphe qui est assez parlant. C'est la corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq. Elle est presque parfaite. C'est-à-dire que on a l'impression maintenant, et on voit que cette crise, elle apparaît là avec le Bitcoin, parce que il se passe aussi quelque chose sur le Nasdaq. En ce moment, on parle de la Bulia qui va peut-être exploser. Le cours du Nasdaq, il est en train de chuter. Est-ce que cette corrélation, Alexandre, elle est nouvelle? Et est-ce que il faut maintenant regarder le Nasdaq pour comprendre le cours du Bitcoin? Alors, comme tu l'as dit, ça a complètement changé, en fait, les participants sur le marché du Bitcoin. Quand on était en 2017, il y avait quelques hurluberlus qui avaient déjà compris ce qu'était le Bitcoin. Et en fait, ils avaient tout compris. Ils avaient compris que ce qui est en train de se passer, c'est pas que le Bitcoin augmente, c'est que les monnaies fiat, l'euro, le dollar, vont à zéro, et que la meilleure manière de s'en protéger, c'est d'avoir l'actif le plus rare. Alors, en 2017, c'était ça. En 2020, on a commencé à voir les premiers vraiment hedge funds vraiment commencer à participer, mais ça n'a pas beaucoup tenu. Et après, il y a eu des problèmes liés à des entreprises comme FTX qui n'avaient rien à voir avec le Bitcoin, mais qui finalement, en fait, ont volé du Bitcoin pour le mettre sur d'autres cryptos à leur propre intérêt. Et ensuite,
Et ben en fait, en 2024, il y a BlackRock qui est arrivé et qui a dit les gars, la récréation est finie. Maintenant, on va commencer à fournir du Bitcoin à l'ensemble de la population en fait. Et en ce faisant, on a déjà eu entre 8 et 10% du Bitcoin qui est passé des mains d'individus vers des mains d'institutions. Et quand Des ça gens arrive comme toi, d'ailleurs, hein. Des gens comme toi également. Absolument. Alors avec les Bitcoin Treasury Companies, Capital B étant le leader en Europe, mais en fait c'est un mouvement plus général. Maintenant il y a les fonds souverains, il y a les banques centrales, et c'est pas uniquement le Salvador maintenant. C'est le Luxembourg, c'est les Émirats Arabes Unis. Les États-Unis aussi. Hein. Les États-Unis en premier lieu. Et ce matin, j'avais un petit déjeuner avec l'un des patrons d'une des plus grandes banques françaises. Eh bien, il réalise l'opportunité du Bitcoin. Et ça commence tout juste. Et donc, se dire, oh là là, le Bitcoin a descendu, qu'est-ce qui se passe? On est passé de 125 000 à 80 000. D'accord. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des institutions au niveau mondial qui sont en train de remplacer l'or par le Bitcoin. En tout cas, se dire, c'est une alternative viable et c'est le seul actif qu'on ne peut pas vraiment questionner parce que l'or, il est impossible à auditer. Et donc, je vais choisir du Bitcoin que personne peut contrôler, parce qu'à un moment donné, les États-Unis, quand il y a eu les problèmes avec la Russie, etc., ils se sont mis à geler des réserves d'État. Et les États, ils se sont dit, c'est la dernière fois que ça va m'arriver. Voilà. Ouais. Mais tu sais, il y a un truc qui a changé, Alexandre. Je vais te le dire, moi, ce qui a vraiment changé. C'est que quand en 2020, je prenais un Bitcoin holder, que je l'invitais dans l'émission, il venait avec un hoodies. Et qu'aujourd'hui, toi, tu viens avec une cravate. Même si elle est orange, t'es quand même là avec une cravate. Donc, il y a une forme de financiarisation. Tu l'expliques. Elle est très, très claire, de cet actif qui n'existait pas, il y a encore quelques années. Greg, ici à San Francisco, moi, j'ai cru que les mecs en hoodies, ils allaient revenir parce que en octobre, il y avait une sorte de high collectif. On revoyait des dîners crypto avec à nouveau des gens un petit peu en hoodies. Les VC nous parlaient enfin d'autre chose que d'intelligence artificielle. Et puis patatras, le carrosse s'est transformé en citrouille. Donc non, c'est cette financiarisation. Voilà, on en est là. Qu'en fait, c'est fini le temps rêvé des pirates et des crypto holders. Aujourd'hui, si tu dis que tu bosses dans la crypto, globalement, t'es persona non grata. Hein. Pas sur les sujets. Ouais, mais ça, tu trouves pas que ça ait changé un petit peu là ces derniers mois? Faf, hein, je trouve. Sur la partie stablecoin, en fait. En gros, c'est assez drôle, c'est que chez YC, il y a quelques boîtes, tu sais, il y a genre 2-3 boîtes à chaque batch qui sont sur des sujets notamment stablecoin. Et avec le lancement de Tempo, avec Paradigm et Stripe qui lancent quelque chose, tout le monde est en mode stablecoin, c'est un sujet qui est un peu hot, tu vois. Mais le sujet crypto au sens avec tous les jetons, les sujets Bitcoin, etc. J'ai pas le sentiment que c'est devenu beaucoup plus hot. Et moi, c'est vraiment le sujet c'est ce que j'ai vu, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que le Bitcoin s'est déplacé de San Francisco à New York, déjà? Oui. Et donc, en fait, aussi faisant son institutionnalisation. Mais après, moi, revenir sur la baisse, c'est tout parce que on va peut-être se prendre une bulle IA d'un point de vue financier. En revanche, et on en parlait même un peu en off avec toi, Carlos, est-ce que l'IA va changer la manière dont on bosse? Oui. Internet a changé la manière dont on vit. Et pourtant, ça s'est pris une bulle. Et en fait, pour moi, je fais cette même comparative, c'est le fait qu'en tant que société, en tant qu'investisseur individuel, en tant qu'être humain, on est incapable d'encaisser des chutes et des hausses aussi violentes qu'on a pu connaître avec Nvidia, qu'on a pu connaître avec le Bitcoin, qu'on a pu connaître, que mon père, moi, avait connu avec la bulle Internet. Mais la réalité, c'est que les choses Ton père avec la bulle Internet, je pourrais être ton père alors, quoi, en fait. C'est ça, quoi. Et Fred, on pourrait être le père de Valent, quoi, tu vois. Tu pourrais être mon père, Carlos. mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que on redécouvre en fait les sujets et notre crainte dépend du regard en fait d'une population sur un actif au lieu d'essayer de regarder sur le long terme. Moi, et peut-être que certaines personnes le savent, mais je crois beaucoup dans le Bitcoin depuis le début, pas vraiment le reste des autres crypto-monnaies, mais simplement parce que je constate que l'inflation est forte et je pense même qu'elle est considérablement sous-estimée dans les indices. Et on le voit bien parce qu'en fait, tout le monde s'appauvrit et s'appauvrit beaucoup plus vite que le taux de l'inflation qu'on nous annonce. Les salaires montent pas
Et donc, en fait, quand tu regardes tout ça. Et le prix de l'immobilier, lui, il augmente. Exactement. Le prix de l'éducation, il augmente. Le prix de la santé, il augmente. Mais justement, pour moi, tout le sujet, c'est que, en fait, si tu veux regarder l'inflation, faut pondérer aussi le prix de l'immobilier, faut pondérer aussi le prix des universités, des écoles, faut pondérer aussi le prix de la santé, tu disais, mais même d'autres choses, les activités sportives ou autres. Et en fait, quand on regarde là-dedans, l'immobilier, c'est censé être un peu flat, on va dire, ça n'augmente pas, ça ne baisse pas, et donc c'est un peu la baseline de l'inflation. Et après, t'as le Nasdaq, t'as le Bitcoin, et t'as quelques opportunités pour, là, on parle même pas forcément de gagner de l'argent, mais on parle déjà ne serait-ce que de préserver son argent, quoi. Moi, je suis étonné que vous parliez pas de technologie, en fait, parce que effectivement, bon, la conclusion, ça peut être que Bitcoin est un instrument pour aller stocker de la valeur, mais au départ, le Bitcoin, c'est surtout une technologie qui se passe d'intermédiaire. Et quand tu disais, Carlos, c'est financiarisé, je sais pas vraiment si c'est dans ce sens-là que ça se passe. Il y a effectivement les institutions financières qui sont en train de l'adopter, mais d'une certaine manière, c'est adopter une technologie qui est ouverte, c'est adopter un mode de pensée qui est vraiment radicalement différent et orthogonal à tout ce qui a toujours été fait en matière de finance, parce que ça apporte une transparence qui était pas voulue initialement. Et donc je trouve que c'est important et de souligner que cette adoption, elle existe du fait de la capacité de la technologie. Et c'est les rails de la finance internationale en fait qu'on est en train de changer pour amener des tokens à la place des livres de compte. Et ça aujourd'hui c'est une réalité, tu vois, on parle de stablecoin, la rémittance, les transferts de fonds internationaux aujourd'hui se font de plus en plus au travers de stablecoin. Alors il y a plein de chiffres qu'on peut donner, c'est plus tout marginal. Est-ce qu'on peut, parce que tout le monde n'est peut-être pas expert dans les auditeurs de Silicon Carnet, quelle est la différence par exemple entre ce qu'on appelle un stablecoin et un Bitcoin, quoi, par exemple, qui pourrait être aussi une sorte de stablecoin presque naturellement, quoi. Technologiquement c'est la même chose. Ça repose sur une infrastructure qui n'est pas centralisée, ça repose sur une technologie qui en général est ouverte et le Bitcoin qui permet un maximum de transparence, notamment qui permet de la transparence effectivement, mais surtout qui annule le risque de contrepartie. C'est surtout ça en fait, le démarrage de Bitcoin, c'est un système de paiement de pair à pair qui ne nécessite pas d'intermédiaire. Je suis navré, je vais devoir être en désaccord complet. C'est quand même le type du papier. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir sous un aspect qui est fondamental, qui est la rareté absolue protégée par un réseau décentralisé. Le stablecoin, sa fondation, c'est la Banque centrale américaine, c'est la Fed. Ouais. Elle est complètement centralisée et en fait, quand on a un stablecoin dans les mains, oui, la technologie a des aspects qui sont communs. Cependant, quand on a un stablecoin d'un côté et un bitcoin de l'autre, le stablecoin ne fait que représenter une monnaie qui est centralisée et manipulable. Le bitcoin, lui, est un vrai réseau indépendant. Quand on dit blockchain, en fait, on a l'impression qu'on parle de la même chose parce que la blockchain, la technologie, une partie en tout cas est utilisée dans l'infrastructure de marché qui est en train d'être construite avec les tokens, etc. et différentes applications. Mais ça, c'est une infrastructure. Le Bitcoin, c'est un réseau effectivement de transfert de pair à pair, mais c'est avant tout une réserve de valeur permise par le réseau de pair à pair. Pas du tout. Permise par le réseau de pair à pair. Mais la valeur de Bitcoin, c'est sa rareté absolue avec une demande mondiale. De la rareté, il n'est pas d'accord. Non, mais Fred n'est pas d'accord. Vas-y, Fred. Non, mais vous savez que vous commencez à être payé quand vous n'êtes pas d'accord dans cette émission, donc c'est très bien. On va se faire un peu d'argent. J'ai mis le compteur. Allez-y. Non, mais la rareté, il peut y en avoir partout. Je peux décider qu'il y a que 5 coquillages pour établir une monnaie locale et c'est la rareté. Il n'y aura pas de demande mondiale. Non, mais ce qui fait le succès de Bitcoin, c'était ça mon point. C'est pour ça que je vous ramenais sur la valeur technologique de la chose, c'est que ça règle des problèmes de friction dans les échanges. Et c'est, de mon point de vue, en tout cas, c'est ce que je constate aujourd'hui dans l'univers, c'est quand même la raison d'être du white paper de Bitcoin. Il y a jamais moi, ce que je comprends dans ce que dit Alexandre, et dites-moi si attendez, je fais le wannabe là. Dans ce que je comprends, c'est qu'il est en train de nous dire que le Bitcoin, on peut pas en imprimer. Il y a un nombre qui est limité et qui sera toujours limité, sauf que le stablecoin, ces institutions ou voire ces États peuvent décider, comme le dollar, d'imprimer des billets, quoi, en fait, et donc d'imprimer des stablecoins. Et ça, c'est
la différence entre les deux. C'est ça que je C'est comprends. exactement ça. Et j'irai même plus loin. C'est que les stablecoins aujourd'hui utilisent eux aussi une technologie relativement centralisée qui dépend en fait de fondations qui sont globalement beaucoup plus centralisées que ce qu'est le Bitcoin. Et à terme, Tether, qui est le plus grand émetteur de stablecoin au monde, sa réserve, elle est en Bitcoin. Et la technologie qui est utilisée, elle est fondamentale et elle est tout à fait bonne pour beaucoup d'usages. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il y a le bien et le mal. Je dis juste qu'il y a une technologie qui est absolument innovatrice pour la réserve de valeur. Ça, c'est le Bitcoin et c'est la technologie blockchain avec la décentralisation. Et après, il y a d'autres technologies pour d'autres cas d'usage de type infrastructure qui peut être utilisée pour des cas d'application business, mais qui n'ont rien à voir avec une réserve de valeur. Greg, et puis on passe ensuite à la suite. Je voulais aussi vous poser la question de quels sont les scénarios auxquels on peut s'attendre dans les mois qui viennent. J'en ai quelques-uns et je voulais les confronter à votre expertise, n'étant pas moi-même un expert et je n'ai pas ou très peu de Bitcoin, donc c'est pas la peine d'essayer de me kidnapper. Ouais, de façon très pragmatique, moi je vais vous donner 3 remarques que j'ai sur ce que vous dites. Mais la première chose, c'est que pour moi le Bitcoin, aujourd'hui c'est plutôt une assurance. Dire que, en effet, c'est une réserve de valeur décentralisée, que si le monde part complètement en couille, tout le monde devrait avoir 1% de son patrimoine en Bitcoin, puisque si le monde part vraiment en couille, ces 1% vont faire un énorme patrimoine. Et du coup, c'est comme une assurance. Vous devez payer pour être sûr que dans ce cas très faible de destruction de l'humanité et de destruction de valeur, etc. Après, il y a des gens qui vont dire que c'est 0,5% de probabilité, il y a des gens qui vont dire que c'est 50, hein. Mais en gros, vous vous ajustez par rapport à votre vision du monde. En ce moment, ça monte. Dans votre placement. Deuxième chose, pour moi, le Bitcoin, c'est un peu comme la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça reste quand même un brouillon d'un point de vue technologique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est extrêmement brillant. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ils l'ont fait en 3 jours, et à un moment, ils ont dit, bon, les gars, faut qu'on passe à autre chose d'un peu plus sérieux. Et le Bitcoin, d'un point de vue technologique, pour moi, on a réussi à faire des choses qui sont meilleures, mais par contre, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau, qui a un excellent marketing. Et moi, c'est quelque chose dont j'aime bien me rappeler, toujours de me dire, OK, c'est quelque chose qui a été un moment complètement nouveau d'un point de vue technologique, qui a un excellent marketing. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait toujours le sens de le mettre dans les réserves, dans les choses qu'on doit avoir en actif? Bon, voir mon point sur l'assurance au-dessus. Et enfin, je me rends quand même compte quand on parle de stablecoin, moi, je paye des milliers de développeurs à travers le monde. Et pour le coup, c'est impossible de passer par des banques. Quand je dois payer des gens au Nigeria, en Inde, au Costa Rica, etc., ça coûte très cher, c'est très lent. J'ai des virements qui sont retournés, des virements qui passent pas. C'est un enfer sur terre. Dès que je passe par des stablecoins et donc par la technologie qui pour moi est un peu l'évolution de Bitcoin sur la partie transfert d'argent, je parle pas de la partie stock de valeur, c'est juste incroyable. Donc en tant qu'entrepreneur, donc ça sert à quelque chose. Ah oui, les stablecoins, je peux vous assurer que ça sert vraiment à quelque chose. Et d'accord. Après c'est mes points en tant qu'entrepreneur très pragmatique. On revient tout de suite à votre épisode, mais avant cela, je voulais vous parler d'une société qui m'a vraiment impressionné, Matisse. Matisse, c'est le premier club d'investissement agréé par l'AMF qui permet d'investir dans des œuvres d'art contemporain majeures à partir de 20 000 €. Concrètement, vous pouvez co-investir dans des pièces signées Warhol, Basquiat ou Soulages, des artistes ayant profondément marqué l'histoire de l'art, reconnus par les institutions et les grands collectionneurs. Matisse vise un TRI net de 15% avec une durée d'investissement moyenne non garantie de 2 ans, pouvant aller jusqu'à 5 ans. J'ai parlé avec leurs membres et depuis 2023, ils m'ont dit qu'ils avaient ensemble investi dans 65 œuvres et 16 d'entre elles ont déjà été revendues. Si investir dans l'art vous intéresse, rendez-vous sur matisse.club pour en savoir plus. Mais attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investissement dans des actifs non cotés présente un risque de perte partielle ou totale du capital investi. Allez, retour à ton épisode. Quelques scénarios possibles. Moi, j'en ai 3. Je vous les expose. Vous me dites lesquels vous préférez. Rapide tour de table. Scénario 1. Rebond rapide. Mais c'est quand même très, très proche, en fait, de la Fed, toute cette histoire-là. On se dit que si la Fed coupe les taux en décembre, bon, il semblerait que, je sais pas si la probabilité est réelle, mais effectivement, le Bitcoin pourrait rebondir et repasser la barre des 100 ou des 110 000. J'ai lu ça. Ou alors on est dans un scénario de range prolongé, c'est-à-dire que en gros le Bitcoin va rester coincé entre 70 et 90 jusqu'à début 2026. Encore une fois, si la Fed maintient ses taux élevés. Scénario 3, on rentre dans un bear market
la bulle d'intelligence artificielle, comme on a vu qu'il y a une très forte corrélation avec le Nasdaq, elle éclate. C'est d'ailleurs ce que dit Michael Burry, qui lui mise sur cet éclatement de la bulle IA. Et on a un effet domino, notamment sur les cryptos. Et là, on irait aller balayer les 60 000 ou un truc comme ça. Alexandre. Juste un mini truc avant Alexandre. Je dirais qu'il y a aussi la décision du MSCI World d'intégrer potentiellement ou de refuser potentiellement des boîtes comme Strategy, la boîte de Michael Saylor, au sein de leurs index. C'est un truc qui est passé un peu inaperçu, mais en fait, le MSCI World, donc qui est un ETF. C'est quoi MSCI World? Je sais pas de c'est quoi un tu me parles, ETF là. très très connu qui permet de t'exposer aux plus grosses valeurs mondiales. Et en gros, ils ont mis un moratoire en disant, est-ce qu'on accepte des boîtes qui n'ont pour seul objectif que de détenir du Bitcoin? Si oui, dans ce cas-là, des boîtes comme MicroStrategy ou Capital B peuvent l'intégrer et du coup bénéficier de fonds quasi dus, de gros fonds de pension et tout. Et donc, c'est un game changer monstrueux pour elles et pour le Bitcoin. Sinon, ça veut dire que ces boîtes-là seront toujours considérées comme des boîtes à part et donc des fonds. Et donc, je voulais rajouter ça aussi pour l'analyse de Alex. Alex, alors, ton scénario? Mon scénario, c'est qu'il faut absolument... Rebond, range prolongé ou bear market? En fait, il faut absolument s'abstraire de se demander ce qui va se passer dans un an. Je n'ai pas de boule de cristal et les investisseurs. C'est pour ça qu'on t'a invité. Sinon, voilà. on t'aurait pas invité. Et la réalité, c'est que contrairement à ce qui était dit, la technologie Bitcoin est absolument parfaite telle qu'elle est. Et pourquoi elle est parfaite? Puisque pour faire quelque chose de mieux, il faut faire quelque chose de plus simple. Et tous les autres projets de crypto sont des choses beaucoup plus complexes qui finalement favorisent la fonctionnalité au détriment de la réserve de valeur. Et la deuxième chose, c'est que la meilleure manière de rester pauvre, c'est de traiter le Bitcoin comme une assurance. Ah, c'est ce que dit Greg. Alors, t'as bien fait de venir, hein, Greg. Imaginez-vous que vous avez le choix entre un peso argentin et un dollar, et que vous décidez à titre d'assurance de garder 1% en dollars et 99% en peso argentin. Eh bien, c'est la faillite. Eh ben, c'est la même chose entre le dollar et le Bitcoin. Si vous gardez 99% dans le dollar alors que la Fed est en train de l'imprimer tous les jours à foison et que vous n'avez que 1% dans le Bitcoin, eh bien, vous vous appauvrissez au fil du temps. Et donc, le Bitcoin, il a un cas d'usage, c'est la réserve de valeur qui est permise par la souveraineté individuelle et le transfert de pair à pair, bien entendu avec la blockchain, et le réseau décentralisé, et tout le reste est très intéressant, mais la réserve de valeur, c'est le cas d'usage le plus important pour tout le monde. En fait, c'est conserver la valeur de son travail dans le temps, et quand on a compris ça, on comprend que le meilleur moment pour acheter du Bitcoin, c'était hier. Ouais, mais quand tu nous dis ça, Alexandre, en gros, moi j'écoute ça, je me dis bon bah allez, c'est fini quoi, laisse tomber quoi. C'était hier, donc moi je participe pas quoi, je rachète pas quoi en fait si c'était hier. Et ben voilà. Et donc après, il faut avoir l'humilité de se demander si le deuxième moment c'est pas aujourd'hui, parce que demain, effectivement, ça peut baisser davantage. Il faut être prêt, hein, il faut comprendre ce que c'est. Ça peut même baisser beaucoup plus, ça peut faire moins 50%. Par contre, on sait que sur une période de 4 à 5 ans, eh bien, personne n'a perdu d'argent sur le Bitcoin, en fait, jusqu'à présent. Et donc, il faut avoir une vision long terme. Il faut surtout garder ce qui est nécessaire pour subvenir à ses propres besoins, ne pas se mettre en difficulté et continuer à apprendre sur Bitcoin. Donc voilà. Écoutez, on va terminer. Merci encore Alexandre d'être passé nous éclairer sur tout ça. Mais moi, je me demande quand même si Bitcoin n'a pas en fait trahi sa promesse originale, parce que Satoshi Nakamoto, il voulait créer une alternative au système financier qui est considéré comme corrompu, qu'il est certainement d'ailleurs. Il a créé une sorte d'actif qui était complètement décorrélé des banques centrales et de Wall Street. Mais ce que je me rends compte, c'est que aujourd'hui, et c'est ça ce que j'ai voulu essayer de montrer un petit peu, c'est que cette décorrélation, elle est de moins en moins évidente. On se rend compte que quand Jérôme Powell sourit, et qu'il parle de baisse de taux, ça a un impact, et que quand les taux descendent, on voit que BlackRock qui clique sur sell, quoi, en fait, en gros, c'est ce qui est en train de se passer, et que alors j'entends ce que tu nous dis, c'est temporaire.
Ça reviendra naturellement quand les gens vont comprendre véritablement la nature même de ce qu'est le Bitcoin, et c'est ça ce que tu es venu un petit peu nous expliquer. Mais moi, je m'attendais à ce que les gens comprennent ça, et j'ai l'impression, et quand on nous écoute, je sais pas si c'est très simple. Ma mère écoute ce podcast, je suis pas sûr qu'elle ait pigé encore cet intérêt-là, quoi. En fait, on a encore du boulot pour expliquer ça. L'or numérique, Carlos, en vrai, je sais que c'est très réducteur et que beaucoup de gens fans du Bitcoin vont détester de dire ça. Hein. Mais moi, si je dois l'expliquer à ma mère, et d'ailleurs, je l'ai expliqué à ma mère d'ailleurs, et je lui ai dit de l'or numérique, avec en plus l'avantage, comme dit Greg, de pouvoir exister sur une clé USB transportable si tu dois te changer de pays du jour au lendemain, quoi, tu vois. Parce que ça, c'est quand même un truc, vous savez, je connais des gens, vous pouvez vous retrouver sur une liste de sanctions. Par exemple, aujourd'hui, il y a des juges à la Cour pénale internationale qui sont sur les listes de sanctions des États-Unis. Vous n'avez plus de banque, vous pouvez plus aller sur des plateformes américaines comme Airbnb, vous n'avez plus accès à Gmail, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ça. Et c'est quand même, quand je vous parle d'assurance, c'est le Bitcoin, on peut pas vous les enlever. Alors que quand vous êtes sur une liste de sanctions américaines pour des raisons liées à un jugement que vous avez rendu en tant que juge dans une politique, pour des raisons politiques. Je suis en visa E2, moi. Du coup, suite à un jugement que vous avez fait pour une cour pénale internationale, vous pouvez vous retrouver sans banque. Et si ça peut arriver à ces gens-là, ça peut sans doute arriver à tout le monde. Exactement. Merci Alexandre. Alors parce qu'on parle de blockchain, j'avais aussi envie de parler de Sorare qui fait l'actualité cette semaine. Vous vous souvenez certainement de cette start-up qui faisait la fierté de la French Tech, cette licorne magique valorisée 4,3 milliards de dollars en 2021. SoftBank avait investi 680 millions et la presse française s'était alors extasiée. C'était le futur Panini numérique. Sorare, en gros, ça te permettait d'acheter des sortes d'images, de cartes de joueurs de football, un petit peu comme Panini, sauf qu'elles étaient on-chain, sous la forme de NFT. Tout le monde pensait que Sorare allait conquérir le monde du sport et faire rayonner la France dans le secteur de la tech mondiale. Et on nous vendait ça comme une révolution. Eh bien, cette semaine, ça sent les vestiaires, comme je disais. Sorare a annoncé un plan social brutal qui va mettre à la porte 35% de ses effectifs. C'est pas le premier. Ils vont passer de 110 à je sais pas combien, 60 et quelques. Le cofondateur et le CTO, qui est CTO, Adrien Montfort, visiblement se retire des opérations. Bureau de New York, ferme ses portes. Les pertes dépassent 220 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'effondre de 60% en 2 ans. Mais, comme tu nous dis, Greg, il faut quand même avouer que ils ont pas renoncé et que la start-up nous assure que elle vise la rentabilité d'ici 2026. C'est-à-dire que même si ça va mal, on a quand même une équipe qui est mobilisée. C'est ça ce que tu dis, Greg? Moi, ce que je dis, c'est, alors moi, franchement, quand ils ont fait leur levée de fonds, j'avais fait un post LinkedIn particulièrement spicy sur le sujet. Je me rappelle en plus, effectivement, il t'avait proposé d'investir ou un truc comme ça. Il n'y a pas une histoire comme ça? Non, c'était avec d'autres gens. De toute façon, à l'époque, je faisais nimp sur LinkedIn. Comme maintenant, mais en français. Et du coup, j'avais un peu de trigger des gens. J'avais fait ça avec Cash aussi, mais bref, c'était ma spécialité. Et vraiment, je le pensais. J'étais vraiment un petit peu sous le choc, quoi. Et en fait, j'avoue que le temps m'a donné tort. Comme souvent, Greg. Ok, bon, je vous laisse. Merci, Carlos. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, pour moi, donc j'ai fait plusieurs années dans la blockchain, et pour moi, l'industrie de la blockchain, c'est le pire et le meilleur qui se côtoient. C'est-à-dire, t'as des mecs qui sont vraiment des visionnaires en termes de technologie, qui vont essayer de faire des protocoles, tu vois, de la ZK, enfin du zero knowledge, etc. Peu importe les noms, mais la technologie, mais vraiment des brutes épaisses. C'est les meilleurs ingénieurs que je connaisse quasiment, je pense. Dans le top 5, j'en ai 3 qui sont dans la blockchain. Et t'as les pires spéculateurs de l'histoire en face qui sont Moi, j'ai l'impression que c'est quand même la grande majorité, ça. Exactement, oui, parce qu'il n'y a pas tant d'ingénieurs brillants que ça pour contrecarrer les millions de personnes qui font du trading. Si t'es vraiment brillant, est-ce que t'as envie de participer à une industrie où il y a que des scammers et des gens qui font que de Ouais, du coup, ça m'a dégoûté. Mais ce que je veux dire, c'est que Sorare, sur le moment, j'étais un petit peu en mode, bon les gars, ils font leur Panini, ils ont levé 640 millions, je sais pas combien ils ont fait de secondaire, c'est un peu un scandale, 680 pardon, excuse-moi.
Et je me suis dit, c'est un peu du foutage de gueule. Et la vérité, c'est que les mecs, en fait, déjà, avec le recul, il y a des boîtes, ils ont lancé des NFT, donc des jetons avec des personnages images, fongibles. Ouais. Ils ont pris des dizaines de millions. Ensuite, ils ont vendu des terrains sur le métaverse, la même marque, la même entreprise. Et ensuite, ils ont lancé leur token. Je veux dire, les mecs, ils ont tout fait pour extract un maximum de valeur des gens qui les suivaient. Et en face de ça, Sora, et ils se sont barrés au bout de quelques mois, quoi, en fait, avec la caisse. Et après, ils ont disparu, ils ont dit en fait c'est trop compliqué, machin. Et ils ont aussi levé de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait les 4. Ils ont levé de l'argent avec du secondaire. J'avais oublié ça, ils avaient levé quelques centaines de millions. Vraiment, les clowns, tu vois. Et ils ont pris le cash et ils se sont cassés. Sora, ils ont levé. On pourra discuter du sujet du secondaire, etc. Mais ils ont pas lancé leur token, ils ont rug pull personne et ils continuent à construire. Et bien sûr, ils étaient au sommet de la bulle, donc ils payent très très cher des dépenses qu'ils ont engagées, une perte de momentum dans l'équipe. J'imagine que pour les recrutements, la direction et tout, c'est compliqué. Mais les mecs, ils sont toujours là et ils ont pas pris de cash comme des malpropres et ils essaient de construire quelque chose. Et moi, je pense que c'est le genre de boîte, c'est possible que dans 5 ans, ce soit de nouveau une boîte qui valeur 2, 3, 4 se relève et qui reviennent. Parce que c'est vrai, Fred, ce que dit Greg, ils sont nés de cette euphorie qui a existé sur les NFT et tout ça, et sur la blockchain et ce qu'on appelait le Web 3. Mais c'est vrai qu'ils ont essayé très vite de devenir ce qu'on appelait un Web 2.5, c'est-à-dire en gros de reposer leur base sur finalement des business et des deals très traditionnels. Ils ont payé des licences, par exemple, pour avoir accès à certaines ligues, notamment ici aux États-Unis, comme la MLB dans le baseball ou la Première Ligue, etc., etc. Donc ils n'ont pas complètement joué le jeu, comme explique Greg, de la blockchain, du Web 3 et de toutes les scams qu'on a pu voir à l'époque, non? Ils ont quand même utilisé la techno pour le meilleur. Non, mais la techno, oui, mais justement, le modèle il y a très peu de gens économique- qui ont utilisé la techno sans le modèle éco, c'est quand même ouf. Mais je te laisse, Exactement, c'est la techno sans le modèle économique désastreux qu'on connaît pour certains acteurs du domaine. Fred, Non, mais c'est ce que j'allais te tu es dire, investisseur, tu es un peu investisseur de façon, je sais pas, directe ou Indirect, indirecte, ouais. full disclaimer qu'en fait dans Sora, mais tu peux en parler. Ils ont effectivement utilisé la technologie pour de bonnes raisons, c'est-à-dire pour asseoir leur back-office. Et ça, pour moi, c'était déjà un très bon choix parce que ça leur a permis de rester en petit comité, enfin une toute petite équipe, alors qu'ils étaient déjà en train de gérer des quantités de joueurs et de revenus complètement dingues. Parce qu'effectivement, le marché c'est un peu épuisé, mais il faut voir qu'à l'époque où ils ont fait leur levée de fonds, les revenus étaient complètement fous. Ah ouais. Alors, je sais plus les chiffres exactement, tu vois, mais on parlait de centaines de millions de revenus. C'est-à-dire qu'il y a une grosse baisse du chiffre d'affaires aujourd'hui parce que hier c'était taré, quoi. C'est ça ce que tu es en train de dire. C'est ça. Donc, si tu veux, ils ont pas non plus, ils ont pas vendu la lune sans y être allés, quoi. Donc, Sora, c'était d'abord une entreprise qui a trouvé son market fit et qui a trouvé un marché extrêmement prometteur. Donc, on peut pas leur reprocher ça. Après, le marché, il fait un petit peu ce qu'il veut. En l'occurrence, il s'est complètement dégonflé sur ces sujets-là. En face de ça, il y a beaucoup de sociétés effectivement qui ont complètement sont partis complètement en vrille, ont jeté l'éponge et on parle de Yuga Labs, Autograph, il y en a plein qu'on peut citer comme ça qui ont essoré complètement le marché. Et il y a une vraie question à se poser autour des investisseurs qui ont poussé ce marché-là à l'extrême parce que les montants qui ont été élevés à l'époque étaient complètement déraisonnables. Et quand on prend un petit peu de recul et qu'on voit la manière dont les bulles se forment, et on peut se poser la question d'ailleurs de ce que ça va donner dans les haies, c'est qu'à vouloir déployer trop de capital trop vite, souvent on abîme les boîtes. Et ce que je voudrais là, il faut rendre un hommage à Sora, c'est quand on est dans le dur, et je pense que ils sont probablement passés la période la plus difficile pour eux. C'est terrible parce que il faut réaligner les incentives pour les employés, il faut se rendre attractif à nouveau, éviter évidemment que les meilleurs talents partent. C'est une catastrophe quand on voit une boîte se dégonfler et quand il faut faire des coupes. Donc j'ai pas envie de leur taper dessus, tu vois. Moi, je suis convaincu que Sora,
il y a pas une personne qui en parle, qui sait ce qu'ils font vraiment, en fait. Pour moi, j'ai une thèse, c'est qu'en fait, personne ne l'utilise, mais tout le monde trouve ça génial. Enfin, j'exagère exprès, j'ai surtout pas envie de taper sur eux parce que... Non, mais à l'époque, t'as raison, Valran, dans la French Tech, on faisait des articles incroyables, on disait que c'était magnifique, que ça valait plein de trucs, et je pense que personne ne comprenait véritablement ce qui était en train de se jouer, quoi. C'est absolument, je suis entièrement d'accord. Mais ça a été très vrai, pas simplement pour Sorare, hein. Il faut pas faire le procès de Sorare ici. Non, ça a été vrai, Fred, pour plein de projets de Web3 et de blockchain, où finalement, il y avait des valorisations, il y avait des activités, il y avait des transactions, mais personne ne comprenait rien. Je me demande même si même les fondateurs de ces boîtes-là comprenaient ce qui se passait, non? Il y avait quand même un petit peu de ça. Il y a d'autres cadavres du métaverse. Hein. Je parle d'une autre boîte là que je connais un petit peu, c'est Sandbox, The Sandbox. Ça nous promettait de devenir un petit peu le futur du divertissement, une sorte de Roblox décentralisé. En 2021, The Sandbox avait levé 300 millions de dollars et ça avait une valorisation de plusieurs milliards avec des partenariats avec des marques prestigieuses. Août 2025, ils virent 50% de leur effectif. Les cofondateurs Arthur Madrid et Sébastien Borgé, ils sont écartés de leur rôle exécutif. Ils ont fermé tous leurs bureaux en Argentine, en Uruguay, Corée du Sud, Thaïlande, Turquie. Eux, ils avaient lancé un token, Greg, Sand, perdu 90% de la valeur a disparu de ce token-là, quoi. Et aujourd'hui, ils sont chez Animoca Brands. Et on sait pas trop ce que ça donne, quoi, cette histoire. Je sais pas combien ils ont d'utilisateurs, mais c'est toujours là, quoi, en fait. Donc il y en a plein des projets comme ça, Fred, qui où tout ça, on se rend compte aujourd'hui que ça tenait à pas grand-chose, non? Ah, tu me passes la parole, c'est un peu casse-gueule, mais bon, je vais la prendre quand même. Non, mais on est toujours en train de se dire que aux États-Unis, tu vois, l'échec est plus accepté qu'en France. Des trucs comme ça, il y en a eu plein. Tu vois, des emballements pour des marchés qui n'ont pas existé. On peut en citer plein, les objets connectés, tu vois, à une époque. Et le métaverse, quand même, parce que tout ça, c'est lié, hein, c'est à peu près au même moment. Ouais. À nouveau, Facebook a changé de nom pour s'appeler Meta. Et a investi des milliards. Amazon, toutes ces boîtes-là ont investi des fortunes colossales dans un truc qui, s'avère effectivement complètement invalide en termes d'usage. Mais ça fait partie de cette vague-là. Moi, ce que j'ai envie juste de reconnaître là, c'est les gens qui sont capables, hein, et ce sera peut-être le cas sur Sandbox aussi d'ailleurs, hein, de retourner ces boîtes-là, de profiter du fait qu'il y ait une marque qui soit installée pour en faire quelque chose. Et je suis complètement d'accord. Il y a effectivement une très grosse partie du marché qui est fait de boîtes, de fondateurs, d'investisseurs qui font peu de cas de ces choses-là et qui sont très contents d'avoir pu vendre sur le marché public à des gens qui ne comprennent absolument pas de quoi il s'agit, tous leurs actifs, et qui se barrent pour aller faire autre chose. Ouais, absolument. Un petit coucou d'ailleurs à Mathieu Nouzareth, hein, chez The Sandbox, qui visiblement est aux manettes et qui lui n'a pas jeté l'éponge et qui considère que justement il y a une marque incroyable et qu'il y a peut-être un truc à reconstruire là-dessus. Donc on regardera s'il y arrive, parce que le pari il est pas gagné. Greg, est-ce qu'il y a des gens qui ont gagné de l'argent dans l'histoire Sorare? Je sais pas s'il y a des gens qui ont gagné de l'argent, mais moi j'ai pas d'infos sur le tour de Sorare, donc je vais donner de façon plutôt générale. En gros, moi, ce que j'ai vu sur des gens qui ont gagné de l'argent, et du coup, je suis pas totalement aligné, moi, avec mes valeurs perso en tant qu'entrepreneur, c'est des boîtes qui ont fait des tours de quelques centaines de millions et qui ont pris jusqu'à 60% du tour en secondaire pour les fondateurs, au sommet de la bulle, et qui ensuite ont pu se retrouver en difficulté, en effet, 12 mois après, par manque de cash. Ah, on explique ça. Imagine, tu lèves 100 millions. Toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des boîtes qui, dans un tour à 100 millions, en fait, il n'y a que 40 millions qui va dans la boîte pour participer au développement de la boîte, et que 60%, c'est colossal, hein, c'est pas du tout les règles du marché. Normalement, c'est entre 5 et 10%, hein, le secondaire. C'est-à-dire que tu as 60%, jusqu'à 60%, qui allaient pour racheter les parts, soit des fondateurs, soit des premiers employés, comme on est en train de le voir en ce moment sur OpenAI, hein, c'est ce qu'on appelle une tender offer, ou soit aussi des premiers investisseurs.
Je suis pas certain que dans le cas de Sorare, on soit dans ces proportions-là. Hein. Je sais pas, Fred, mais je pense pas qu'on soit dans ces proportions-là. On est plus dans une. Il y a certainement eu du. J'ai cherché, j'ai pas trouvé le montant. Il y a certainement eu du secondaire sur le tour de SoftBank. Je ne peux pas imaginer qu'il y en ait pas eu, mais je ne pense pas que il s'agissait de 60%. Si on prend les règles du marché, je pense que c'est plus entre 5 et 10%. Fred, tu valides ou je sais pas s'il y a des infos là-dessus? Je vais pas te donner plus d'infos que ça, mais il y a rien de scandaleux, je pense, autour de ce rôle-là. Okay. En revanche, Greg, je comprends, hein, si tu veux la nature de ta réponse. Moi, j'ai tendance à penser, tu vois, avec un peu de recul de ce parcours d'entrepreneur, que quand il y a de la liquidité sur le marché pour les entrepreneurs, moi, j'ai tendance à dire il faut la prendre. Non, tu dis que c'est bien de prendre un peu de liquidité, de permettre aux fondateurs du départ d'évacuer le problème. Est-ce que je vais être riche, quoi? C'est-à-dire de leur donner un peu de cash. Ça c'est une chose, mais surtout, je pense que tu vois, il n'y a pas de grande différence entre faire une sortie complète et une sortie partielle. Au final, tu prends la liquidité quand tu penses qu'elle est possible. Moi, après, il y a des trucs qui rétrospectivement, si tu veux, paraissent abusifs. Mais bon, c'est le marché, quoi. Et c'est bien aussi pour les petits investisseurs comme nous en très très early stage, parce que ça nous permet effectivement de créer des éléments de liquidité, quoi, à mi-parcours. Et ça, nous, on l'a fait quelques fois, notamment avec Diaspora Ventures. Mais tu vois, là-dessus, pour le coup, moi, là où je suis pas d'accord avec toi, Greg, aussi, c'est grand 1, et Fred l'a dit, mais moi, je le résumerais plutôt en disant c'est une négo. C'est aux gens qui ont mis 60% de secondaire, s'ils les ont mis, d'assumer, en fait. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment basique. Il y a eu tellement d'histoires inverses où c'est des fonds de venture capital qui ont mis des pressions dingues et qui ont dépouillé des fondateurs, que c'est toute l'histoire d'ailleurs de WeWork et la série WeCrash. C'est-à-dire, en fait, avec le même investisseur d'ailleurs, hein. Avec le même investisseur d'ailleurs, tu vois. Et le deuxième truc, c'est faut pas oublier. Alors ça, je faudrait vérifier, mais je suis quasi sûr de ce que j'avance. Mais au moment où ils lèvent cette somme-là, ils ont aussi encaissé un argent propre fou en ayant vendu leur drop de NFT, en fait. Donc, au moment où ils font cette levée... C'est-à-dire leur NFT, eux, les fondateurs, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire qu'au moment où ils font cette levée-là, je crois qu'ils ont 300 ou 400 millions dans les caisses, les mecs. Donc, forcément, quand t'es un investisseur et que tu veux rentrer dedans, les types en face de toi, ils sont en mode, bah, mec, moi, j'ai envie de sortir de l'argent parce que j'en ai déjà 300, 400 en banque. Je crois, hein, faut que je vérifie ce truc-là. Mais, en gros, les gens oublient, mais les NFT, moi, j'ai pas cette source-là, hein, donc je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé non plus. Je te renverrai. En gros, les gens oublient que pendant la bulle NFT, quand tu vendais un NFT, tu vendais très cher un truc qui te coûtait 0 exactement à produire. Ah bah oui, on se rappelle des Bored Ape, et donc imagine, je sais pas, t'avais un Mbappé or qui se vendait à 250 000 $. Ouais, 250 000 $. Bah en fait, t'imagines, tu vends 1000 Mbappé dans le monde, bah en fait t'es riche alors que t'as rien fait. La question c'est comment est-ce que les fondateurs avaient 1000 Mbappé alors que les joueurs traditionnels arrivaient à se taper, j'en sais pas, Franck Leboeuf, quoi, tu vois. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Ou pas, hein. Moi, mon sujet, c'est de dire, là, je parle pas de ce cas-là, je pense que quand t'as beaucoup de cash, c'est comme, en effet, faire un exit, où tu dis, je vais vendre 10, 15, 20% de ma boîte, alors d'autres en vendent 100%, je suis totalement aligné. Moi, ce qui me pose problème, c'est que j'ai vu des cas donc on est totalement aligné là-dessus. Là, j'ai vu des cas plus problématiques. Et on parle pas de Sorare. Non, on parle pas de Sorare. Où les gens font beaucoup de secondaire, et la boîte est en difficulté 12 mois après. C'est-à-dire, les investisseurs ont pris beaucoup d'argent, mais en fait, on n'a pas sécurisé la boîte sur 24 ou 36 mois. On l'a sécurisé sur 12 mois parce qu'on s'est dit, de toute façon, ça va tellement fort, on pourra relever tellement facilement qu'on prend quelque chose. C'est pas la même situation qu'une boîte comme Sorare qui, quand même, a levé en 2021, a des pertes monumentales qui sont en train de réduire à grande vitesse et a toujours du cash. Ouais. Ils ont pas relevé. Donc ça montre bien qu'ils ont été malins. Qui continuent à avoir une activité. Et qui continuent, etc. Donc c'est complètement différent. Une boîte s'ils avaient fait, je sais pas, 30% de secondaire, mais que 5 ans après, ils ont toujours le cash pour se battre. Je dis, mais c'est totalement logique. Mais une boîte qui fait 60% de secondaire et qui 12 mois après, c'est une boîte sur le marché mondial, hein, mais a eu des difficultés. J'étais un petit peu en mode, les gars, qu'est-ce que vous foutez, quoi? Voilà. Tu parles de qui? Bah, je donne. Les noms. Nous avons les moyens de vous faire parler. Non, c'est des infos, là, si je vous dis pas de qui je parle, sinon. D'accord. Ok. Je vous dis pas sur quel marché, sinon je vais vraiment me faire éclater la tête.
Sujet qui n'a rien à voir avec la tech, mais dont je voulais véritablement parler parce que ça dit tellement de choses sur la politique américaine actuelle. C'est la bromance totalement surréaliste entre Donald Trump et Zoran Mamdani, le nouveau maire socialiste de New York. Le 21 novembre dernier, Mamdani débarque à Washington. On le retrouve dans le bureau ovale. On s'attendait à un affrontement entre Trump et Mamdani lors de la conférence de presse. Et là, ils nous ont surpris tous les deux. Je vous propose un petit extrait. Vous allez voir, en fait, ils sont copains comme cochons. I think you really have a chance to make it great. I appreciate what you Mr. President, you say you love New York City. Mr. Mamdani, does New York City love President Trump? New York City loves a future that is affordable. And I can tell you that there were more New Yorkers who voted for President Trump in the most recent presidential election because of that focus on cost of living. And I'm looking forward to working together to deliver on that affordability agenda. I got a lot of votes. One more. Go ahead. One or two more. Go ahead. I tell you, the press has eaten this thing up. You know, I've had a lot of meetings with the heads of major countries. Nobody cared. This meeting that you people have gone crazy. You know, outside you have hundreds of people waiting. This is just a small little group. For some reason, the press has found this to be a very interesting meeting. The biggest people in the world, they come over from countries nobody cares. But they did care about this meeting, and it was a great meeting. Go ahead. Donc on se rappelle que les républicains avaient traité Mamdani de communiste. Ce qui, aux États-Unis, est une insulte. C'est l'insulte ultime, communiste. C'est l'insulte ultime. Ouais, voilà. On lui avait dit aussi en France. C'est l'équivalent de facho en France. Oui, c'est l'équivalent de facho en France. On l'a traité aussi de djihadiste. Donc, J.D. Vance aussi avait dit que le jour où il serait à Washington, lui, il serait malade, qu'il aurait mal au ventre et qu'il voulait surtout pas le voir. La porte-parole de la Maison Blanche, Caroline Leavitt, avait déclaré la veille, demain, nous accueillons un communiste à la Maison Blanche. Et on n'a pas du tout eu ça, quoi, en fait. On a eu une séquence, comme on a vu, qui était très, très surprenante, où un Trump qui déclare, je pense que Mamdani va surprendre beaucoup de conservateurs. Il y a certaines de ses idées qui sont vraiment les mêmes que les miennes. En gros, je suis pote, on est d'accord sur beaucoup de choses. Et je pense que Mamdani va faire des choses extraordinaires à New York. Il est trop fort. Franchement, enfin moi pour le coup, je sens cette séquence. Alors Trump. Trump. Mamdani est très fort et pour moi c'était un test grandeur nature qu'il a passé avec brio. Mais Trump est trop fort pour trois raisons et il y en a beaucoup certaines dont les gens n'ont pas vu venir à mon avis. Okay. La première chose, c'est que Trump il est quand même en train de se faire attaquer par sa base MAGA à cause des dossiers Epstein. Sauf que qu'est-ce qui est encore plus important pour sa base MAGA que les dossiers Epstein, c'est le pouvoir d'achat. Ouais. Et il y a un petit gars de New York qui s'appelle Zoran Mamdani qui s'est quand même fait l'icône mondiale et en tout cas américaine du pouvoir d'achat. Faire de lui son ennemi était très dangereux pour Trump. Et au contraire, boum, il le retourne en disant en fait on est d'accord, on a le même combat. Ce qui permet à Trump de pouvoir récupérer un bout du côté affordability, comme dit Mamdani, et en fait de dire en fait on est d'accord sur ce combat-là, ce qui lui permet de regagner un peu de crédit. Deuxième chose, il dilue ses critiques en montrant qu'il s'entend bien avec. À partir du moment où Mamdani, qui est le mec qui critique Trump, qui est le plus populaire aux États-Unis en ce moment. Il le traite de fasciste, Il le traite de fasciste et Trump qui dit oui, bien sûr, tu peux le dire si tu veux mon pote, on s'en fout. C'est une manière de dire tous les gens qui le disent. En fait, il pourrait très bien être avec moi dans le bureau ovale et être mon pote. Ce qui veut dire que toute attaque en tant que de dire Trump est un fasciste, dans l'esprit des gens, ça veut dire on peut se retrouver dans le bureau ovale à faire des blagues. Et ça, c'est tellement brillant que je me demande même si c'est calculé tellement c'est fou, en fait, de réussir ce coup-là. Comment réussir à se faire passer pour l'inverse d'un dictateur? Laisser son ennemi le dire comme ça, juste à côté de soi, en se tapant des barres. C'est jamais qu'un dictateur ferait ça, en fait. Donc jamais on peut avoir l'impression qu'il l'est. Et donc ça, c'est absolument brillant. Et la troisième chose, on en parlait un peu en off avant l'émission, Mamdani, il est très populaire. Et Trump, il adore les gens très populaires. Trump, il a toujours adoré les stars de cinéma, les gens qui ont des abonnés sur les réseaux, les gens dont on lui parle dans la rue. Il aime les gens et d'ailleurs, à l'inverse, il déteste les gens qui sont impopulaires. Trump, c'est un peu le gars qui aime bien être entouré des gens, des gosses cool à l'école, quoi, en fait, tu vois. Et Mamdani est ce gosse cool aujourd'hui. Et franchement, là-dessus,
je suis pas spécialement fan de Trump sur plein de trucs. Là, il vient de nous rappeler à quel point c'est peut-être le plus grand communicant de notre siècle, quoi, vraiment. Oui, c'est un animal politique. Je rajouterai à tes points qui sont très valides, Valorant, un autre point, c'est qu'il vient de faire du judo. C'est-à-dire que si on réfléchit 2 secondes, à qui c'est vraiment Mamdani qui est dans la merde avec ce genre de relation-là, quoi. C'est-à-dire que là, Mamdani, qui a critiqué Trump, qui l'a traité de fasciste, se retrouve dans le bureau ovale. Il est piégé par le protocole lui-même. Regardez d'ailleurs, Trump est assis, lui il est derrière, à sa droite. Il peut pas, dans le bureau ovale, traiter le président des États-Unis de fasciste. Donc il est piégé. Il est piégé par l'amour de Trump soudain. Et cet amour-là, on va le lui reprocher du côté démocrate. D'un côté, les radicaux vont lui dire « Non mais attends, t'étais face aux fascistes et tu t'es dégonflé comme une lavette. » Et puis les modérés vont dire « Regardez, il faut absolument annuler ce mec-là parce qu'il représente un risque, parce qu'il va Trump va l'aider peut-être à conquérir le Parti démocrate. Donc il faut absolument qu'on se débarrasse de Mamdani. » Et là aussi, certains disent « Non mais Trump n'a rien calculé, c'est que de l'instinct, etc. » Moi, je le crois pas. Je pense que véritablement, c'est du génie politique. Je suis pas trumpiste, mais là, la séquence, elle me paraît sur un plan tactique super bien joué de la part de Trump. Fred, un commentaire? Bah, écoute, je me souviens quand il a été élu la première fois, j'habitais à New York et il y a eu une manifestation, ce qui n'arrive jamais, hein, absolument jamais. Ouais. Il y a eu une manifestation, une grosse mobilisation à New York pour manifester contre son élection. Bon, ça n'avait absolument aucun intérêt, mais peu importe. Et je me souviens que c'est quelque chose qui avait fait la couverture des journaux. Enfin, c'était une information majeure parce que c'était jamais arrivé, simplement. Et j'ai l'impression que Trump est quelqu'un qui a envie de séduire. Il s'est fait un peu chasser de New York, hein. Enfin, il habite à New York quand même. New York, c'est une ville importante pour lui. Et il vient du Queens comme Mamdani. Il vient du Queens Absolument. Comme Mamdani en plus. C'est des mecs du même quartier, quoi, en gros. Et j'ai l'impression que il a envie de reconquérir au moins cette communauté-là. Et j'ai l'impression que c'est pour ça, par association, qu'il le fait. Après, je pense qu'il ne pense absolument rien de ce qu'il dit dans cette discussion. Ça, c'est clair. C'est ou dans les autres. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est ça le moteur. Quand on regarde la victoire de Mamdani, je monte les chiffres là sur la carte, elle est écrasante, comme dit Valorant. Là, on a affaire au winner absolu. Il a laissé Cuomo, qui s'était présenté, qu'il avait battu aux primaires démocrates, déjà à plat de couture, et qui a dû se présenter en tant que candidat indépendant. Il l'a laissé derrière. Regardez les chiffres, ils sont assez hallucinants. Et même le candidat républicain, il fait rien, quoi. Je crois qu'il fait 8% des voix. Donc, alors que on sait que au présidentiel, Trump avait fait plutôt un bon score, Valorant, à New York, hein. Sur un discours d'ailleurs, comme tu le dis, un discours autour de affordability, le fait que le pouvoir d'achat, il va augmenter grâce à Trump. Et là où il fait un coup absolument extraordinaire en faisant ça, c'est qu'en gros, il associe dans l'esprit des gens le fait que l'affordability, donc le pouvoir d'achat, c'est les gens comme Mamdani, mais on pourrait dire par extension comme Bernie Sanders, et lui, et son camp. Et qui perd dans tout ça? Ceux qui perdent dans tout ça, c'est Gavin Newsom, donc le gouverneur démocrate de Californie. C'est en fait tous les démocrates modérés. Qu'on pourrait mettre aussi dans ce genre de catégorie des Obama ou des Biden, qui étaient plutôt des démocrates modérés. Et pourquoi c'est très smart? Parce que d'un point de vue électoral, un démocrate plutôt à gauche, un démocrate dit socialiste, ne peut pas gagner une élection présidentielle. Alors qu'un démocrate modéré peut. Et c'est aussi ça qui est malin. Donc il a intérêt à faire monter Mamdani dans le camp des démocrates parce que c'est un peu comme Mélenchon en France. Exactement. On sait que si Mélenchon est au second tour, le Rassemblement national est garanti de passer parce que personne ne permettra, alors que on permettrait que le Rassemblement national passe, mais Mélenchon, non. Il n'y a pas de scénario en France avec un Mélenchon gagnant, ni même au premier tour, hein, d'ailleurs, hein, by the way. C'est ça le problème. Mais pour le coup, t'as raison de faire la comparaison parce que c'est
globalement, pour ceux qui connaissent mal les USA, c'est à peu près ça l'idée. Et moi, je pousserais même le vice en disant, vu que c'est un peu the art of the deal, Trump, ça se trouve, il s'est assis dans le bureau, pour le coup, porte fermée et avec aucun micro, et il a dit à Mamdani, écoute mon petit, ce que t'as fait, c'est brillant, bravo à toi, je te propose un deal, parce qu'il fait des deals. Moi, je te fais en sorte de faire de toi la figure démocrate la plus haute de toutes. En échange, juste, tu fais en sorte que tel et tel point, on puisse s'aligner pour faire semblant, pour dire que c'est nos discours communs. Et Mamdani, lui, c'est un bon deal pour lui. C'est une projection totale vers la présidentielle de 28. Donc, c'est pas déconnant d'imaginer ça. Et Mamdani, c'est un gars qui a l'air, en tout cas, de ce que je vois, a l'air d'être un type très, très, très ambitieux. Faut pas se laisser trop dompter par les discours mignons et gentils. Ça m'a l'air d'être un gars très, très ambitieux, Mamdani. Oui, certains disent qu'ils voient en Mamdani une sorte de nouvel Obama au sein du camp démocrate qui pourrait, comme Obama, faire la surprise. J'entendais certains commentateurs dire que non, c'est pas possible, Mamdani, et tu le dis, ne peut pas gagner une présidentielle aux États-Unis. Je rappelle qu'on disait un peu la même chose de Obama à l'époque. Hein. D'ailleurs, on se rappelle quand Obama était monté à la tribune lors de la convention démocrate en disant je suis là et alors que je ne devrais pas être là. Et il y a eu tout ce mouvement qui s'est créé. Et qui aurait pensé que les États-Unis pourraient élire un noir à la tête du pays? Et pourtant, ça a eu lieu. Donc, il faut attention aussi. Hein, c'est-à-dire que les États-Unis sont capables de toutes les surprises. Greg, un commentaire, tu l'as vu cette conférence de presse ou ça t'intéresse comme sujet ou tu t'en fous? En fait, je trouve que c'est un peu le Obama de l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, ça me gêne un petit peu pour l'époque. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt regardé un petit peu sa stratégie sur TikTok, etc. Et il est juste incroyablement bon en communication, tu vois. Ouais. Et du coup, t'as juste les 2 maîtres de la communication. Les 2 maîtres du parti de l'attention, c'est toi qui le disais tout à l'heure, Carlos, qui en fait discutent ensemble. Et du coup, c'est juste les 2 influenceurs stars du moment. Et en effet, on sait que Trump, il aime pas les losers. Vous vous souvenez de sa fameuse sortie dans un cimetière américain qui disait « Je suis entouré par des losers parce qu'ils sont morts ». Je disais certes, on peut voir les choses comme ça, mais en tout cas, je pense que c'était une bonne façon de vous comprendre sa vision du monde. Et lui, il a face à lui quelqu'un qui est extrêmement bon en communication. Et du coup, pour lui, c'est un winner. Et en effet, ils ont des points communs là-dessus, sur la partie communication notamment. Et je suis totalement d'accord. Trump, il est extrêmement malin politiquement. Et je pense qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il a fait ça premier degré en mode il l'aime bien, donc c'est cool. Mais en fait, tout ce que vous voulez dire en termes de finesse, moi, j'y crois beaucoup. Quand on voit sa négociation avec l'Ukraine, la Russie et l'Ukraine, c'est quand même étonnant de voir le résultat vers lequel on va en termes d'intérêt pour les États-Unis. En fait, tout le monde va dire ouais, mais il est hyper erratique, c'est n'importe quoi, c'est pas les efforts diplomatiques, ça. Fine. Mais sur ce deuxième mandat, ce qu'il arrive à tirer de ces deals au niveau de la politique internationale, ça en est gênant tellement c'est avantageux pour les États-Unis. Sur un plan international, tu as raison, mais comme le disait Valran tout à l'heure, sur le pouvoir d'achat, il y a un putain de problème en ce moment aux États-Unis. L'inflation continue d'augmenter de façon dramatique, et je pense qu'il a effectivement en ligne de mire les midterms qui vont être pas simples. Parce que les Américains, eux, ils regardent leur vie au quotidien. On parle de la bourse qui, en ce moment, on va voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Mais si la bourse dégringole, c'est aussi une très très mauvaise nouvelle aussi pour les Américains lambda. Donc le pouvoir d'achat, ça va être effectivement la question. Et je pense que il a compris. Il est très fort sur un plan international, mais que sur un plan intérieur. C'est pas gagné. Un peu comme Obama, hein, d'ailleurs. Obama était très fort sur un plan international. Les gens vénèrent Obama en Europe et en France en pensant que c'était un président absolument extraordinaire. Ils oublient, et tu l'as vécu, Fred, à ce moment-là aux États-Unis, que Obama était très impopulaire auprès des Américains parce que sur un plan intérieur, c'était pas génial. La question c'est sur un plan international, les États-Unis, le pays qui a le plus d'effet de levier sur les autres. Et du coup, tout le narratif et la puissance de la négociation peut jouer. À un moment, en interne, ils poussent au maximum les boîtes d'IA, etc. On en parle, le narratif. Mais il y a un moment, quand il y a plus d'argent, il y a plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est plus une question de on va faire des deals
pour que, en ayant des mesures qui sont populaires mais qui dégradent la réalité de l'économie, on est quand même arrivé à un stade où en effet on utilise des stratégies pour dire que même les chiffres qui sont quand faux, les chiffres sont fake. pas bons, ouais. C'est fake, on trouve une façon de le faire, etc. Mais il y a un moment où en effet il a beaucoup moins d'effet de levier que sur la politique internationale. Et donc du coup la réalité peut beaucoup plus le rattraper sur le terrain interne Trump que sur le terrain international où pour le coup il a des côtés qui sont beaucoup plus franches. Alors ces bromances, c'est pas la première. En préparant cette émission, on peut trouver une sorte de pattern plutôt bien établi. Trump, il tombe amoureux de personnalités charismatiques, de winners, comme vous dites. Il les couvre de compliments, il les invite à la Maison Blanche. Il prend des photos, il fait des vidéos, et ça finit toujours en désastre, cette histoire. On a déjà vu ce film plusieurs fois, y compris avec Emmanuel Macron. En 2017-2018, personne comprend cette bromance entre Macron et Trump, mais en fait, Valran, c'est la même chose. C'était le cool guy du moment, Macron, à ce moment-là. Et voilà, il venait de prendre la France par surprise, et ça, Trump, il adorait. Ah ouais, mais bien sûr. Mais en fait, j'ai envie de te dire, d'un certain point de vue, Elon Musk a pu avoir aussi cette figure un peu du winner dans les yeux de Trump, et que Trump a beaucoup aimé ça, et c'est quelque chose qui lui a beaucoup parlé. Mais tu regardes ça de manière générale, Trump était un gars, enfin, il était milliardaire dans l'immobilier, et puis il allait faire des combats de catch, ou même lui faisait du catch tellement il aime ce truc-là, en fait. Et je pense, j'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir parce que c'est pas mon domaine d'expertise, mais je pense qu'on sous-estime l'impact des psychologies individuelles sur ce genre de sujet. Et au même titre, on avait fait un épisode sur Musk en disant que Musk c'était un gars qui avait toujours recherché la figure du père pour le protéger, donc Trump, Larry Ellison, puis enfin d'autres personnes comme ça, tu vois. Trump pour moi c'est il a envie d'être pote avec le capitaine de l'équipe de football du lycée. En fait, à chaque fois. Avec le quarterback. Ouais, c'est ça. Avec le quarterback. Et à chaque fois, c'est ça. Et à chaque fois, ça termine mal, parce qu'en fait, à chaque fois, il se rend compte que l'image de la personne était cool, mais que la réalité de la personne n'est peut-être pas cool dans son esprit. Mais on oublie, mais la semaine dernière ou la semaine d'avant, il a même fait un truc avec Cristiano Ronaldo. Alors oui, il y a une Coupe du Monde de foot en 2026 aux États-Unis, donc c'est un peu cohérent, entre guillemets, de le faire, mais la rencontre était lunaire. Enfin, tu te dis, il a même mis rien au foot en plus, quoi. Il a mis une vidéo IA où il est en train de jongler dans la Maison Blanche, mais tu vois, il y a un moment où en fait, tout frise tellement l'absurde et le grotesque qu'on ne sait même plus quel message prendre au sérieux. Et je pense que c'est aussi ça, comme disait Greg dans son côté leverage. Je pense qu'un de ses leverage pour essayer de gagner du temps, du terrain ou autre, c'est de passer tellement de temps à divertir et faire n'importe quoi qu'on oublie qu'à la fin, il y a des gens qui crèvent la dalle, quoi. Fred, ça va mal finir cette histoire. Encore une fois, cette bromance comme celle de Macron, comme celle de Musk, ça va finir en bain de sang, cette histoire, à ton avis? Toi qui connais bien New York. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que là, les problématiques internes, elles vont finir en effet par le déstabiliser. Je suis d'accord avec ça, et ça prend des proportions qui sont assez dingues, parce que les sujets qu'il avait pris en main, par exemple le problème de la drogue aux États-Unis, le fentanyl, en fait, c'est absolument pas réglé, cette histoire-là. Ah non. Et ça pose des problèmes. Enfin, le niveau de sécurité, je sais pas où en est San Francisco aujourd'hui. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Ça va un peu mieux depuis le nouveau maire, mais bon. Depuis que je suis arrivé, ouais. Depuis que Greg est arrivé, ça va beaucoup mieux. Heureusement. Batman. Mais tu vois, ailleurs, ça a quand même largement dérapé. Et ce que je comprends, en tout cas, de ce qui est aujourd'hui, reprocher à Trump, c'est de s'occuper uniquement de son image, des problèmes extérieurs, et de pas régler les vrais problèmes. Effectivement, le pouvoir d'achat, mais en fait, au-delà de ça, même les problèmes de sécurité et sanitaires qui sont dingues. Zoran Mamdani, président des États-Unis. Valran, tu dis impossible. En tout cas, pas en 2028. Mais pour une raison toute simple, si je dis pas de bêtises, encore une fois, à revérifier, mais il ne peut pas parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. Exact. Mais donc je crois qu'il y a ce sujet-là, et je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Trump va s'amuser à le pousser même encore plus loin. C'est que plus il est haut, plus il va gauchiser la ligne des démocrates, et plus ça va faire que ceux qui sont au milieu vont aller vers les républicains. C'est un calcul assez basique aux États-Unis, qui est une nation bipartite, ou avec deux partis et pas d'autres. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour réussir à battre Trump, en gros, il faut un Gavin Newsom, c'est-à-dire quelqu'un qui est certes démocrate,
mais qui tombe pas dans les trucs woke, qui tombe pas dans les trucs socialistes, qui tombe pas dans les trucs Free Gaza ou genre de trucs, on soit d'accord ou pas. Moi, j'ai aucun jugement de valeur là-dessus. Hein. C'est juste, aux États-Unis, cette ligne-là est incapable de faire venir les gens qui sont entre démocrates et républicains. Et donc, en fait, c'est juste, tu votes pas seulement pour aux États-Unis, tu votes même d'abord et surtout contre. Est-ce que Mamdani, c'est pas non plus un énorme message d'espoir, puisque nous, on a la présidentielle en France qui arrive et on se pose la question de face au raz-de-marée du Rassemblement national, qui est-ce qu'on peut opposer à ces gens-là? Ben là, on a du côté de la gauche un exemple sur une thèse ultra socialiste, et puis aussi une personne qui sort comme ça du ruisseau en quelques mois, parce que Mamdani, il était conseiller municipal dans le Queens il y a 1 an. Il était rappeur avant. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, il est maire de la plus grande ville des États-Unis. Il a battu un poids lourd comme Cuomo et il a réussi à capter une partie de l'électorat de Trump et aussi de l'électorat de Bernie Sanders. Et ça, c'est du jamais vu. Donc, est-ce que là, il n'y a pas un message d'espoir pour la gauche française de se dire, voilà, est-ce qu'il y a un Mamdani là dans les cartons quelque part, je sais pas. Ouais. Il y en a un. Je ne sais pas s'il y ira un jour, ou même pas seulement 27, mais un jour, mais c'est un mec qui s'appelle l'Esprit Critique sur Instagram, qui a tout cassé sur les réseaux sociaux. Moi, je peux plus le regarder, moi. Moi, je sais pas. Il est ultra politique. Il explique. Il essaye de montrer qu'il est fait l'esprit critique, mais on sent bien la couleur politique derrière du bonhomme, quoi. C'est justement pour ça que je te dis, si jamais tu devais, vu que Glucksmann s'est mangé un parpaing par Zemmour et que on sait même pas s'il va réussir à s'en mettre, si tu me disais qui serait là entre, en gros, Mélenchon et la droite, ce gars-là pourrait émerger. Et s'il faisait des contenus il est pas adossé à un parti. Le problème en France, c'est que pour aller au deuxième tour, il faut au minimum faire 18%. Et pour faire 18%, il faut être adossé à un parti. Je connais un jeune qui était pas adossé à un parti qui a réussi à faire une percée. Macron. Ouais. Ouais, mais il était pas adossé à un parti, mais il était adossé à d'autres trucs, quoi. Mais il est pas arrivé comme ça par hasard. En tout cas, moi, tu me dis aujourd'hui, c'est qui le Mamdani français, si je devais. Il était adossé par François Hollande, by the way. C'est François Hollande qui était tellement con qu'il a laissé passer. Tu vois, bon bref. Wow. Si tu me dis qui peut faire un braquage, pour moi, l'esprit critique avec une communication à la Mamdani, c'est-à-dire dans la rue, hyper sympathique, hyper proche des gens, il peut se passer un truc. Alors, il fera peut-être pas 18, mais il peut faire au-dessus de 10. Ok. Fred, tu vois quelqu'un, toi, émerger comme ça? On parle aussi d'un entrepreneur, éventuellement. Je parlais du festin qui sort vendredi. La question se pose. Jonathan Angueloff, il dit moi, je connais un entrepreneur qui est en train de se chauffer, qui est prêt à y aller. Est-ce que Laurent Alexandre lui dit qu'il n'y a jamais eu un entrepreneur qui a réussi en tant qu'homme politique? C'est toujours fait défoncer. Toi, tu vois ça, tu penses qu'il y a encore le temps, la place pour l'émergence comme ça d'une figure un peu à la Mamdani sortie de nulle part? Ça, c'est sûr, parce que les médias vont vite, et puis tu vois, c'est une question d'exposition, de message. Donc oui, c'est sûr qu'il y a toujours le temps. Après, la vraie question dans ce jeu-là, c'est qu'est-ce que tu as à gagner à y aller. Et autant aux États-Unis, on comprend bien qu'il y a un vrai enjeu de pouvoir et d'argent incroyable. Autant en France, le rapport entre l'opportunité, le gain et les problèmes qui vont avec, ça donne pas très envie, quoi. Et je pense qu'on a ce problème-là. Faut vraiment avoir envie de prendre des coups, et ça attire une population qui est quand même assez particulière, du coup. Donc toi, t'y crois pas à ça? Mais bon, je sors mon joker, j'ai pas trop envie de commenter de la politique, tu l'as compris. D'accord. Tu nous fais de la langue de bois, quoi, en fait, quoi. Non, mais si un entrepreneur se présentait, tu voterais pour un entrepreneur? Ah oui, pour les gens qui c'est pas rédhibitoire pour toi, le fait d'être entrepreneur ne te disqualifie pas de la politique? Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est avoir des gens qui ont une connaissance de la réalité de terrain, qu'elle soit scientifique, business, ou tu peux mettre ce que tu veux. Mais tous sont du médiatique, quoi, ou du politique. Qui comprennent ce qu'il se passe sur le terrain. Parce que là, on est arrivé à un niveau d'abstraction tel que ce soit
un peu partout, ça ne résonne pas beaucoup de mon côté. Pour être transparent, on dirait des chroniqueurs qui parlent de Sorare. Non, mais après, pour le coup, là où je suis pas d'accord avec toi, Greg, c'est que, mine de rien, c'est un phénomène tech parce que réseaux sociaux, Mamdani, tu vois. En vrai. Oui, il est né des médias sociaux. C'est la tech qu'il a mis là, quoi. Ouais. Là, c'est ma double casquette un peu tech et société politique que j'essaie de mélanger. Mais la réalité, c'est que les réseaux sociaux ont disrupté la manière aussi dont on peut faire de la société. Parce que, en fait, Mamdani, il passe de 0 à 5 millions d'abonnés sur Instagram en 1 an. On mesure peut-être pas, mais c'est gigantesque. C'est la mer à boire, littéralement, pour le coup. Et ça change énormément de choses parce que ça veut dire que, avec les réseaux sociaux tels qu'ils sont construits aujourd'hui, on peut avoir des product market fit de messages, des messages market fit. Et si t'as un message market fit très puissant, tu peux retourner des montagnes. Et moi, je trouve que c'est quand même un signal d'espoir du marasme un peu qu'on a en France, mais que d'ailleurs on n'a pas qu'en France, hein, qu'on a en Angleterre, qu'on a aux États-Unis, qu'on a en tout l'Occident et qu'on a même d'ailleurs en vrai dans d'autres pays que l'Occident. Bah c'est qu'en fait une bonne personne avec un bon message peut complètement créer une vague. En revanche, est-ce que la vague n'est que communicationnelle? Bah ça, il y a des chances aussi que ce soit le cas. Il faudra voir Mamdani les résultats qu'il réussit à obtenir parce que s'il les a pas, il discréditera tous les prochains qui voudront avoir un message market fit, quoi. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré ce qu'on appelle un éléphant du Parti socialiste, et on avait cette discussion-là. Et moi, je lui disais, ok, justement dans ce parti de l'attention, qui est-ce que vous avez? Qui est-ce que vous avez qui est capable aujourd'hui de parler, non pas sur des plateaux de télévision, mais dans les médias sociaux, sur TikTok? Parce que quand on regarde Bardella, il parle, mais il parle pas politique, hein. Il est à la salle de gym, il est dans un golf dans une petite voiturette de golf. Enfin, ça, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça, aujourd'hui, que les gens retiennent. Et la réalité, quand je discutais avec lui, c'est que y a personne. Il y a personne qui est capable. Si, il y a un petit peu le maire de Saint-Ouen dans le PS, Karim Bouhanman. Okay. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Tu peux. Ce que je voulais dire, c'est que sur le message tout à l'heure, je pense quand même qu'on a un petit problème en politique, c'est que du coup on est en train de passer, on est passé d'un peu des technocrates au CMO, quoi, enfin, au directeur marketing. Oui. C'est-à-dire que fut un temps, c'était les directeurs techniques qui étaient recrutés, et maintenant c'est les directeurs marketing qui gagnent les élections. Et je pense quand même qu'on a un petit problème sur les opérations, notamment, parce qu'en fait, si c'est le directeur marketing qui devient le président d'une boîte et que tu fais ça pendant suffisamment longtemps, tu vas finir par avoir des problèmes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est exactement ce qui se passe. Hein. Pour moi, c'est super. Ton analyse, elle est un peu drôle et décalée, mais elle est méga juste. Hein. Je sais, ouais. Et du coup, non. Ce que je veux dire, c'est qu'on épuise pardon, c'était du troll. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on épuise le narratif. Et en fait, on est en train d'aller au bout du directeur marketing qui te dit, le directeur marketing précédent n'a pas réussi parce que notre message n'était pas assez disruptif. Alors qu'en fait, on a juste une tech qui fonctionne pas. Et du coup, au lieu d'aller sur le côté des opérations et de revenir un peu sur le côté des opérations, on commence à avoir ça. Et je pense qu'on va avoir exactement le même effet que dans l'industrie aéronautique, où fut un temps, on avait des ingénieurs, c'est passé de mode, on a mis des financiers, on a des avions qui se sont mis à tomber du ciel, et maintenant on se dit, ça pourrait être pas mal de remettre des ingénieurs. Et je pense qu'en politique, on est un petit peu à la fin d'un cycle. On arrive à la fin des cycles du directeur marketing. J'espère juste que le dernier gros directeur marketing qui au XXe siècle a fait un carton, enfin, les quelques directeurs marketing qu'on peut imaginer, ils ont quand même fait pas mal de dommages et on espère tous qu'on n'en passera pas par là. Bah, ça sera le mot de la fin. Rendez-vous vendredi si vous êtes un fan de Silicon Carnet pour le prochain festin. Je vous promets, ça vaut son pesant de cacahuètes. Merci les amis d'avoir fait cette émission. On a parlé de plein de choses. On a parlé du Bitcoin, de Sorare, des startups et puis aussi de politique. Donc bref, un épisode de Silicon Carnet comme on les aime. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Hasta luego amigos, bye bye.